Bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Merci, monsieur Christian Belin, d'être venu jusqu'à la médiathèque André Malraux à Béziers pour nous proposer votre conférence Molière ou la démystification. Vous ne m'entendez pas? Super. Monsieur Belin, vous êtes professeur de lettres à l'université Paul Valéry et membre de l'équipe de recherche de l'IRCL, l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières. Voilà, je vous laisse vous présenter. Merci madame, bonjour, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là. Et effectivement, cette année Molière se place dans le cadre de ce que nous faisons à l'IRCL et à l'université. Il y a depuis plusieurs dimanches des conférences sur Molière. J'en faisais une la semaine dernière, au château de Langaran, dans les châteaux autour de Montpellier. Et puis nous avons aussi depuis janvier, un séminaire d'abord par le web. Et puis ensuite, ça se terminera à Oxford à la fin de ce mois, avec la Maison française d'Oxford, autour de Molière. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent cette année de l'anniversaire. Et c'est très très bien. Le titre, juste un mot sur le titre, qui est un petit clin d'œil, en un sens, la démystification, c'est Molière qui doit être démystifié. Et notamment aussi le fait qu'il apporte, bien sûr, de la démystification sur toutes sortes de choses. Peu d'écrivains, en fait, comme Molière, comme vous le savez, seront entrés dans la légende quasiment de leur vivant. C'est très rare. Hein. Molière n'est pas qu'un nom pour le public d'aujourd'hui. Vous voyez, il est devenu l'un des symboles du grand siècle, au même titre que le château de Versailles, même pour des gens qui ont une culture plus réduite. Ouais. C'est un symbole. Et en tout cas, pour tous ceux qui sont passés au collège ou au lycée, son théâtre s'est transformé en une sorte d'emblème littéraire, vous voyez, et peut-être même un véritable mythe culturel. L'équivalent, c'est Shakespeare en Angleterre, en effet. D'ailleurs, nous en avons parlé dans notre centre, et nous en parlons beaucoup avec les Anglais. Chaque Français porte en lui une image de Molière, vous voyez, parce que souvent, telle ou telle réplique, je ne sais pas, telle ou telle scène de comédie a pu le marquer ou continue de résonner en lui. Et on est entré, à vrai dire, dans une légende. Mais est-ce qu'on entre aussi facilement dans l'œuvre ? Bien sûr, je n'en suis pas sûr. Le processus de récupération ou de canonisation des auteurs dépend de chaque histoire culturelle. Shakespeare en Angleterre, par exemple. Ce processus engage des mécanismes de reconnaissance identitaire. Pourquoi nous reconnaissons-nous si aisément, mais peut-être par erreur, dans Molière ? Les nations ont par ailleurs besoin de panthéoniser leur gloire littéraire, oui, quitte à les momifier pour le meilleur ou pour le pire. Et peu à peu, ces auteurs canonisés entrent dans la mémoire collective. Ils deviennent des lieux de mémoire, pour reprendre, vous savez, le concept de Pierre Nora. S'agissant de Molière, son héritage est indissociable chez nous de la fabrication artificielle du classicisme. Je vous rappelle que ce mot n'existe pas au XVIIe siècle. Les auteurs, les écrivains du XVIIe siècle pensent à tout sauf à se désigner comme classiques, que c'est une nomination tardive de la fin du XIXe siècle, que c'est complètement artificiel. Mais il est vrai que le processus a commencé avec Voltaire en 1751, par le siècle Louis XIV, qui canonise le XVIIe siècle, ou le siècle de Louis le Grand, de Perrault, 1687, et puis l'histoire de la littérature française de Gustave Lanson, 1894, qui va profondément marquer l'histoire littéraire du XXe siècle. Dans cette historiographie littéraire, Molière devient l'héritier de Plaute, de Terence, etc., qu'il égale et qu'il surpasse, bien sûr. Mais pour le théâtre, il partage la vedette, si je puis dire, à jeu égal avec Corneille et Racine. Au fond, vous voyez, dans notre représentation simpliste des choses, à ces deux derniers, l'hégémonie sur la tragédie, et bien sûr, à Molière, l'exclusivité dans le genre comique. Et dans le cas de Molière, on pourrait parler, au cours des siècles, d'un phénomène de triple récupération ou de triple appropriation. D'abord, avec Voltaire, je le rappelais, appropriation culturelle. Molière aurait défini la norme de la comédie élégante. Voilà. Il aurait su donner ses lettres de noblesse à la comédie en la hissant au rang des grands genres. Puis, appropriation scolaire dès le XIXe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Molière figure le modèle de la langue dite classique dans le style moyen, qui est celui de la conversation, des honnêtes gens. Et puis, à partir du XIXe aussi, appropriation idéologique de Molière. Molière serait le porte-parole de la libre pensée, une espèce de républicain avant la lettre.
Et surtout, Molière est récupéré dans la croisade anticléricale de la Troisième République, à cause, bien sûr, de Tartuffe et de la vision caricaturale qu'on pouvait en avoir. Une autre difficulté, enfin, provient du fait que l'institution scolaire a très vite exercé ce que j'appellerais un droit de préemption sur sa production dramatique. On nous a appris, au collège, au lycée, à rire à tel endroit, voyez, et à ne pas rire à tel autre, où il importait, au contraire, d'afficher la convenance d'un sérieux de bonne loi. Le rire nous a été imposé souvent, ou interdit. Mais un tel rire n'est-il pas dévitalisé, artificiel, censuré ou auto-censuré? Ne serait-ce pas un rire confisqué? Et la question est d'autant plus problématique, je termine ce petit hors-d'œuvre, d'autant plus problématique que l'œuvre de Molière a toujours été l'objet d'un choix arbitraire extrêmement sélectif. 5 ou 6 comédies, toujours les mêmes, mais je vous rappelle qu'il en a composé 30. 31 si on compte Psyché, qu'il a fait en collaboration avec Corneille. Mais disons 30. Qui a lu les 30 comédies de Molière? Ajoutons que ces comédies sélectionnées, les 5 ou 6, et même parfois des extraits sélectionnés à l'intérieur, sont isolées de leur corpus, qu'elles sont lues mais très peu représentées, et qu'elles sont lues par ailleurs sous une forme anthologique. Et enfin, dans le cas des comédies-ballets, un tiers de la production, une invention de Molière, tous les intermèdes lyriques, chantés, dansés, étaient supprimés, c'est-à-dire que les pièces étaient amputées de la moitié de leur signification. Ce serait donc rendre service à Molière, vous voyez, que de le déclassifier, si je puis dire, quitte à désapprendre quelques réflexes scolaires. La déclassification de ce classique serait naturellement au service d'une restitution, c'est-à-dire d'un retour à l'œuvre. Bref, pour parler simplement, ne faut-il pas retrouver le chemin de la lecture et celui des salles de théâtre? Alors, mon propos sera, vous voyez, après avoir rappelé dans quel contexte s'est fabriquée une légende autour de Molière, car je vous rappelle, mais je pense que vous savez, qu'on ne sait à peu près rien sur sa vie. C'est une série de légendes, on va revenir aux documents. Après avoir rappelé rapidement comment s'est fabriquée une légende autour de Molière, j'évoquerai ce que l'on pourrait appeler le bêtisier molièresque, ce qui nous fait rire, mais qui est profondément loufoque, anticonformiste et démystificateur. Et le dramaturge s'est montré orfèvre en la matière, mais, et ça on va retourner les choses, cette expressivité et cette performance sur le plan dramatique dissimulent un envers du rire. Vous voyez, le rire molièresque fonctionne recto verso, tantôt lumineux, tantôt ténébreux, où il côtoie le tragique. Il faudra en parler rapidement. Comment dès lors interpréter, au fond, voilà mon propos, comment interpréter cette étrange collusion de l'absurdité ou du loufoque et de la profondeur? Chez Molière, la raison côtoie la déraison. Et toutes deux s'abîment dans une dérision qui n'hésite pas à jouer la partition de la parodie. Alors, quelques mots d'abord sur la fabrique d'une légende, parce que je crois qu'il faut rappeler les choses. Il est vrai que ça a commencé au moment de sa mort. 3 textes ont été décisifs, je rappelle rapide, 3 initiatives d'ailleurs, dues à ses proches, à ses amis, à ses admirateurs. D'abord, vous voyez, l'ombre de Molière, dès sa mort, dès l'année même de sa mort, 1873, son ami, faisant partie de la troupe, le comédien Brécourt, écrit une petite comédie pour lui rendre hommage, qui n'est pas d'une qualité extraordinaire, mais qui est symptomatique, qui s'appelle L'ombre de Molière, dans laquelle il met en scène, chez les morts, chez le juge des morts, Molière, avec tous les personnages dont il s'est moqué. C'est une petite comédie, voilà, qui lui rend hommage, mais qui déjà canonise Molière comme auteur de théâtre. Vous voyez. Et par exemple, dans la dédicace de cette petite comédie hommage funèbre à Molière, qui est dédicacée au duc d'Enghien, voilà ce que dit Brécourt. Voici l'ombre de Molière. C'est une comédie dont le bonheur sera parfait si votre Altesse l'honore du moindre coup d'œil. Souffrez donc, monseigneur, que les œuvres de Molière tiennent quelques rangs dans votre bibliothèque et que ma comédie soit une espèce de table pour les siennes. Puis, 2 autres événements, les œuvres complètes, la publication des œuvres complètes, en plusieurs volumes, de 1682 par Lagrange, son comédien, qui est aussi un éloge. Et puis, La vie de Molière, qui est d'ailleurs éditée en même temps, La vie de Molière par Grimaret, qui est la première biographie
de Molière en 1705, mais qui est une biographie profondément incomplète, qui est faite de souvenirs divers et variés, par quelqu'un qui s'est appuyé, qui a fait une enquête auprès des comédiens, mais qui rapporte toutes sortes de choses un petit peu dans le désordre. Et de fait, on ne sait pas grand-chose sur sa vie privée. Par contre, on a beaucoup écrit. Ça n'a jamais découragé les biographes. On écrit régulièrement des biographies de Molière. Et en général, lorsque l'auteur est honnête, il commence dès la première page par dire qu'on ne sait quasiment rien. Ce qui n'empêche pas de faire 300 pages dessus, vous voyez. Mais ce n'est pas très, très grave. Celui qui a été le plus fin pour ça, c'est quand même Voltaire. Voltaire a été le premier, après Grimaret, à faire une biographie très courte de Molière. Et il commence avec beaucoup d'honnêteté, Voltaire, par dire on ne sait pas grand-chose. Et du coup, on va plutôt parler de son œuvre. En effet, il avait, je pense, raison. Ce que l'on sait, par contre, par des témoignages divers et variés, c'est qu'il était, comme souvent des grands comiques, je cite son ami Lagrange, il était rêveur et mélancolique, oui, comme souvent les grands comiques. Et on retient de sa trajectoire quelques éléments incontestables, rassurez-vous, ce n'est pas très long, mais ceux dont on est absolument sûr. Il y a quelques quand même, éléments dont on est absolument sûr. Qu'il appartenait à une famille de riche bourgeoisie, oui, c'est vrai. Son père avait un grade, si je puis dire. C'était l'un des 8, il n'y en a pas beaucoup, 8 tapissiers et valets de chambre du roi. Il a eu une très bonne éducation, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il est allé au collège prestigieux des Jésuites, le collège de Clermont à Paris, qui est l'actuel lycée Louis le Grand. Et il a eu une très bonne formation classique dans les lettres latines et grecques. Il avait comme condisciple le prince de Conti, qu'on retrouvera dans le Languedoc, mais aussi le philosophe François Bernier, Chapelle, etc. On sait aussi, ça c'est une certitude, que, étant bon élève dans ce lycée jésuite, il continuait d'assister régulièrement aux représentations des Italiens et autres troupes à Paris, notamment au Pont-Neuf, sur les tréteaux du Pont-Neuf, qu'il a toujours aimé, le théâtre. Ce que l'on sait de certitude, c'est qu'il a été un saltimbanque en vadrouille à travers le Languedoc, vous voyez, justement, Grimaret rapporte ça, juste un petit, vous voyez, Molière en formant sa troupe, etc., s'adjoint des gens. Juste cet extrait, vous voyez, donc de la première biographie, il partit avec sa troupe, qui eut bien des applaudissements en passant à Lyon, en 1653, où il donna au public l'Étourdi, la première de ses pièces, qui eut autant de succès qu'on en pouvait espérer. Et voilà pour ce qui nous concerne, nous. Mais ça tient en quelques lignes. La troupe passa en Languedoc, où Molière fut reçu très favorablement de monsieur le prince de Conti, qui eut la bonté de donner des appointements à ses comédiens. Molière s'acquit beaucoup de réputation dans cette province par les premières pièces qu'il fit paraître, l'Étourdi, qu'il avait déjà donné à Lyon, et le Dépit amoureux, dont on reparlera, qui a été créé ici, dans votre ville, à Béziers, et qui est vraiment la première grande comédie de Molière. Mais on en reparlera. Bon, ce que l'on sait aussi, c'est qu'il fut, alors là, par contre, nous le savons mieux, parce que c'est le Molière plus connu qui revient à Paris en 1559, mais quand même rappeler des choses. Après avoir été protégé par Conti, il a été protégé, il est monté en grade, il a été protégé par monsieur, c'est-à-dire le frère du roi, et puis, bien sûr, il est devenu, ça c'est la partie la plus connue de sa vie, ce que j'appellerais le dramaturge fétiche de Louis XIV. Mais son ami aussi, il y avait une relation d'amitié. Louis XIV a été, lui le roi très chrétien, le parrain, vous voyez, religieux de son fils. Le roi de France n'était pas le parrain, entre parenthèses, vous voyez, de quelqu'un qui aurait été méprisable, comme la légende dit que le seraient les comédiens. Pour la petite histoire, vous voyez, parce qu'on dit beaucoup de bêtises sur ce sujet, la fameuse Madeleine Béjart, son amie, vous voyez, est enterrée dans l'église des Jésuites de Saint-Paul à Paris. Alors, la légende dit que les comédiens n'avaient pas droit à être enterrés chez les Jésuites, voilà, pour rappeler un petit peu les choses. Donc, le roi était le parrain de son fils. Il a été l'animateur du système festif Louis XIVien, en fait, vous voyez, notamment en étant le grand organisateur. C'est là commence son succès. Vous voyez, c'est un temps comme de spectacle. D'abord. Il a été le grand organisateur des plaisirs de l'île enchantée en 1664, qui est la fête d'inauguration de Versailles, l'ouverture du chantier. Et c'est en 64, lors de ces plaisirs de l'île enchantée, une fête grandiose donnée dans l'embryon de Versailles, vous savez que c'est là qu'il jouera Tartuffe. Sa troupe devient la troupe du roi en 65, et Théophile Gautier, au XIXe siècle, disait avec humour mais avec justesse, il y a dans Molière, outre le profond philosophe, il a raison de le dire, et le grand poète comique,
il y a, dit Théophile Gautier, un joyeux impresario de fêtes galantes. C'est vrai que Molière a été impresario. Au cours de sa carrière théâtrale, il a eu beaucoup d'ennemis, je passe vite aussi, les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, c'est-à-dire les spécialisés dans la tragédie, mais Molière, pendant longtemps, a cru qu'il était lui-même un acteur tragique, comme vous savez. Il a eu les Italiens aussi comme ennemis, après avoir été ses amis, etc., etc. Voilà. Il a fondé l'Illustre Théâtre en 1943, mais il est devenu comédien du roi, troupe du roi, ça nous le savons aussi, c'est sûr. Voilà. Nous savons enfin, pour terminer, les choses sûres, vous voyez, ce n'est pas énormément de choses, qu'il a toujours été la cible et la victime des cabales dévotes et intégristes, dirions-nous aujourd'hui, bien sûr, au moment du Tartuffe, mais il a eu la protection du roi. N'oublions jamais que Tartuffe a d'abord été interdit à cause des intégristes, mais Tartuffe a été autorisé grâce à l'autorité du roi. Il fut aussi un éternel malade. Il a toujours été malade, profondément. D'ailleurs, il est mort jeune. Hein. Il a été animé pour cela, ça c'est bien connu, même si c'est caricatural. Il a été animé, c'est vrai, d'une rancœur un peu vindicative et ironique à l'égard du corps médical. Mais pour éviter là aussi tout malentendu, rappelons que Molière possédait une solide culture médicale, qu'il a acquise notamment ici, parce qu'il allait à Montpellier, où il fréquentait des médecins de l'Université de médecine de Montpellier, qui était à l'époque beaucoup plus moderne que celle de Paris. Exemple, ça nous le savons, il a des relations d'amitié avec Jean-Armand de Mauvillain, qui a été formé à Montpellier et qui est devenu doyen de la faculté de Paris de 1866 à 68. Il est très informé et toujours pour les progrès. Par exemple, dans Le Malade imaginaire, il défend la circulation du sang contre ceux, et ainsi de suite. Il n'est pas contre la médecine, il est contre le charlatanisme, ce qui n'est pas la même chose. Enfin, je rappelle, pour éviter, vous m'avez entendu, que les médecins du XVIIe siècle ne sont pas tous des diafoirus ou des incapables et qu'on soigne autrement que par la purge, etc. Le XVIIe siècle invente le microscope. Je vous rappelle, au cas où on ne sait pas, oui. Donc il y a quand même un début de véritable science aussi. Voilà. Enfin, dernier élément qui contribue, parce que là, on est vraiment dans la fabrique d'une légende, et ça, c'est une certitude, il est quasiment mort sur scène, et ça, c'est vrai. C'est vrai. En jouant le malade imaginaire. Et comme il le dit lui-même dans une réplique extraordinaire, n'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Eh bien, c'est vrai. C'est vrai qu'il est quasiment mort sur scène, voilà, et qu'on l'a sorti. Voilà. Et donc, évidemment, il est devenu quelque part, et ça c'est très beau en un sens, le martyr du théâtre. Et voilà comment s'est formé en un sens, vous voyez, non seulement une certaine légende, mais aussi, comment dire, un imagier de Molière que nous avons tous en nous. Alors, abordons maintenant le bêtisier de Molière, que j'appellerais, vous voyez, c'est-à-dire sa stratégie des éclats de rire. Molière n'aimait pas, comme Rabelais, ceux, vous savez, qui sont constipés et qui ne rient pas volontiers. De tout. Je dis constipés parce que Rabelais parle ainsi ce langage. Rabelais, médecin, et Rabelais appelle les gens qui ne veulent pas rire, qui n'aiment pas rire, les agélastes. C'est un mot pédant. En grec, ça veut dire qui ne rit pas. Les agélastes. Eh bien, Molière n'aimait pas non plus les agélastes. Oui. Les gens constipés des tripes. Oui. Or, la vague déferlante du rire submerge la scène molièresque, oui, avec des nuances infinies, depuis le gros rire de la farce, qui est présent, c'est vrai, jusqu'au rire plus philosophique, plus discret, plus intériorisé. Ce n'est pas parce qu'on ne rit pas aux éclats qu'on ne rit pas dans son intérieur, bien sûr. Et ce rire plus mystérieux, il émane parfois de situations qui n'ont rien de drôle au départ. Beaucoup de pièces de Molière n'ont rien de drôle au départ. Le Misanthrope ou le Tartuffe, ce n'est pas spécialement drôle au départ. En dépit du sujet ou du thème, on constate pourtant la résurgence d'un rire libérateur, qui électrifie la scène à la manière d'un éclair, et qui se propage sur le public, qui est convié à la bonne humeur. Le rire molièresque établit une complicité amusée avec les spectateurs. Il reste profondément convivial. Et ce rire ne se perçoit pas seulement dans les dialogues, mais aussi et d'abord par la vue, puisqu'il s'agit d'un spectacle. Tout à l'heure, je disais dans l'introduction, on ne va pas assez au théâtre et on ne lit pas assez Molière. Et surtout, rappelez-vous ce que nous dit Molière, voilà, je vais le citer, dans l'avis au lecteur de L'Amour médecin. On sait bien que les comédies ne sont faites que pour être jouées. Et je ne conseille de lire celles-ci qu'aux personnes qui ont des yeux pour découvrir par la lecture tout le jeu du théâtre. Quand on lit du Molière, il faut imaginer ce que ça donne sur scène.
Molière a raison, bien sûr. Le rire perdrait, et même lorsque nous sommes dans une salle, le rire perdrait de sa force corrosive s'il n'était pas l'objet d'une scénographie inventive. Cette invention permanente de la mise en scène rejoint précisément l'inventaire auquel se livre le dramaturge pour débusquer les innombrables ridicules humains. Vous savez que Molière est intarissable sur ça, c'est même sa spécialité. La bêtise humaine est sa spécialité, et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, c'est inépuisable. Oui. Au sein de chaque famille, par exemple, Molière aime mettre, on ne le remarque pas assez, dans ses pièces, l'écosystème familial. Il y a très souvent des familles curieuses, vous voyez, qui sont au centre de l'intrigue. Mais il aime aussi débusquer cela dans chaque milieu socio-culturel. Tous les milieux quasiment y passent. Il y a un regard malicieux qui trouve matière à dérision. Le rire jaillit, rejaillit, vous voyez, comme une source intarissable. Enfermés sur eux-mêmes ou dans leur groupe social, quels qu'ils soient, les médecins, les avocats, les professeurs, tout le monde, beaucoup de catégories y passent. Les philosophes, les savants, les non-savants, les paysans, c'est très varié. Hein. Tous les individus restent potentiellement ou manifestement ridicules. Il suffit de les observer. La bulle artificielle des contrefaçons éclate sur scène, oui, par la magie du jeu théâtral. Quelques exemples. Les situations peuvent être, c'est vrai, dès le départ, pour le coup, cocasses ou saugrenues, dans Les Précieuses ridicules, par exemple. Elles peuvent être totalement invraisemblables. Dans Sganarelle, qui est une comédie très enlevée, hein, Sganarelle ou Le Cocu imaginaire, c'est le titre entier. Elles peuvent être très réalistes, dans Georges Dandin, par exemple. Elles peuvent être complètement burlesques, comme dans Le Bourgeois gentilhomme, purement farcesques, comme dans Les Faubourgs de Scapin. Parfois, ce sont des pièces moins connues, mais très romanesques. La princesse d'Élide, par exemple. Les amants magnifiques, oui, d'ailleurs, elles sont moins connues, d'ailleurs, c'est révélateur. Elles peuvent être aussi traversées par une poésie, exotique, insoupçonnée. C'est une petite pièce peu connue, mais que j'aime beaucoup, et qui est un petit bijou de Molière, qui s'appelle Le Sicilien ou l'amour peintre. Vous voyez, où la pièce commence d'ailleurs par un mot étonnant au théâtre, puisqu'il y a un acteur qui rentre en scène et qui fait taire tout le monde, qui dit chut, c'est la première réplique, c'est amusant. Ça se passe la nuit, en pleine nuit, ça s'ouvre, et celui qui prononce ça, c'est Ali, un valet mort dans un décor oriental, c'est extraordinaire. Et puis dans cette pièce, Le Sicilien ou l'amour peintre, il y a équivalence entre la poésie, la peinture, la musique. C'est un petit bijou de Molière que je vous conseille, une petite pièce. Et il y a par exemple ce vers blanc extraordinaire prononcé par Ali au début pour dire que tout est noir, ce qui au théâtre est intéressant aussi. C'est-à-dire que la pièce s'ouvre par chute et dans le noir total. Et il dit ce vers très poétique, c'est un alexandrin blanc. Le ciel s'est habillé ce soir en Scaramouche. Scaramouche, c'est un personnage de la Commedia dell'arte qui était habillé en noir, justement. Oui. Donc, vous voyez tout le sens que ça peut avoir. Enfin bref, des tons très variés. Et sur la planche des tréteaux défile ce qu'on appelait au XVIIe siècle le carnaval universel. Il y a des gravures sur ça. La mascarade universelle. Vous voyez. Partout, ou presque partout dans son théâtre, prévaut la pantomime. Tant s'impose le paradigme du carnaval. Lorsque Béralde, dans Le Malade imaginaire, propose à son frère Argan de se métamorphoser en médecin, il se justifie en disant « Nous y pouvons aussi prendre chacun un personnage et nous donner ainsi la comédie les uns aux autres. Le carnaval autorise cela. » Il me semble que l'univers carnavalesque explique le rôle prépondérant dévolu au déguisement et aux inversions de rôle. Molière exploite ce modèle en lui conférant une valeur universelle. La plupart de nos vacations, de nos occupations sont farcesques. Les amateurs auront reconnu une phrase célèbre de Montaigne dans les Essais. La plupart de nos vacations sont farcesques. Et Montaigne cite un mot de Pétrone qui fait encore plus allusion au théâtre. Le romancier latin disait « Le monde entier exerce le métier d'histrion. Mundus universus exercet histrioniam ». Vous voyez, histrion. Pour Molière, nous sommes, comme d'ailleurs le XVIIe siècle en général, nous sommes tous des histrions. Beaucoup de pièces de Molière, j'ajoute, ont été jouées pendant le carnaval, bien sûr, et le thème de la mascarade explique la valeur métaphorique conférée à la notion de masque, notamment. Le masque que nous portons tous, même lorsque nous n'en portons pas. C'est-à-dire que nous portons tous un masque social. Oui. Furetière, l'auteur du premier dictionnaire de langue française, avant celui de l'Académie, en 1690, à l'article Mascarade, mentionne
que c'est une troupe de personnes masquées qui vont danser et se divertir, surtout en la saison du carnaval, mais pas forcément en la saison du carnaval. L'invention des comédies-ballets chez Molière participe de cet engouement. Vous voyez, je disais à peu près un tiers de sa production. La musique, même un peu plus. La musique et la danse communient avec la parole dans une même prestation scénique. Je rappelle, puisqu'on est dans la région, que Montaigne a dansé à Montpellier. Il a dansé à Montpellier en 1654, ça on en est sûr, dans le ballet des Incompatibles, devant Armand de Bourbon, le prince de Conti, à l'occasion des États du Languedoc. Et puis, 1 an et demi après, il a joué donc ici le Dépit amoureux. Mais il a dansé sur scène et il chantait aussi, bien sûr, sur scène. Antoine Adam, le critique littéraire, soulignait à juste titre que l'attachement de Molière pour cette forme de spectacle était très forte. Forme de spectacle qui déborde le simple cadre du divertissement. Antoine Adam écrivait, à propos de Molière, il portait en lui un rêve de beauté où le chant, l'orchestre et la danse venaient heureusement s'associer à la parole. Alors je disais qu'il avait dansé à Montpellier, mais il chante sur scène. Quand il joue Mascarille dans Les Précieuses Ridicules, il improvise un impromptu. Quand il joue Lysandre dans Les Fâcheux. Quand il joue Moron dans La Princesse d'Élide. Et puis, vous savez aussi que Alceste, dans le Misanthrope, et M. Jourdain chantent à leur tour une vieille ritournelle démodée qui provoque le sarcasme des mondains. Et l'esthétique de la comédie-ballet, surtout dans le bourgeois et dans le malade imaginaire, favorise évidemment les palinodies les plus fantaisistes. Monsieur Jourdain, voilà, on a tous en tête ça, qui est un clown involontaire, un ancêtre du Burois, se laisse plaisamment transfigurer en Mamamouchi dans une cérémonie burlesque très drôle qui sublime ses fantasmes de promotion nobiliaire. J'ajouterai que de véritables scènes de cirque se déroulent sur les planches, y compris dans les pièces dites sérieuses. Vous voyez ? Prenons par exemple Don Juan. Sganarelle, habillé en médecin, dans Don Juan, à l'acte 3, s'embarrasse, vous savez, dans ses raisonnements métaphysiques, et, nous dit le texte, se laisse tomber en tournant, comme un derviche tourneur. C'est un numéro de cirque qui, évidemment, est mis en parallèle avec son raisonnement philosophique qui est de travers. Les acteurs et Molière lui-même, ça nous le savons aussi, nous le savons très bien, Molière surtout, se livrait à des numéros d'improvisation. C'est-à-dire que lorsque nous lisons le texte, disons-nous bien qu'il y a une partie qui nous échappe parce qu'elle était improvisée. À l'occasion de sketchs nettement circonscrits, riches en gags visuels ou sonores. Molière avait le don d'imitation. Nous savons aussi qu'il imitait. Il imitait les gens de la cour, etc. Et c'est toujours très drôle quand on entend quelqu'un qui imite quelqu'un de célèbre. Il jouait beaucoup sur cet effet-là aussi. Vous voyez aussi que même dans des pièces, encore une fois, dites sérieuses, il y a des scènes farcesques. Nous savons, dans le Tartuffe, nous avons Orgon sous la table. De même que Scapin sera dans un sac. Vous voyez, sérieux, pas sérieux. De même, dans Les Précieuses Ridicules, si vous l'avez bien en tête, dans le dénouement, on assiste à un striptease des laquais qui sont au sens propre obligés de se déshabiller, nous dit le texte, fait pour rendre leurs habits à leur maître. Et puis, passons sur les nombreuses consultations médicales loufoques, dans L'amour médecin en particulier, avec toutes sortes de gestes, et de gestes grivois, etc., et de grimaces. Et puis, l'on reste perplexe, ou narquois d'ailleurs, devant Argan, emmitouflé dans son fauteuil, dans le malade imaginaire, qui ressasse, vous savez, c'est l'ouverture, les prescriptions de son apothicaire, ou bien encore devant Philaminte qui délire sur la philosophie dans Les Femmes savantes, après avoir renvoyé sa servante pour une faute grammaticale. Vous voyez, on est dans le loufoque et dans un mélange où il est très difficile de savoir ce qui relève du rire ou du sérieux, parce que justement, l'un et l'autre, EST, l'un et l'autre, le comique est sérieux, et le sérieux est comique. Il existe bel et bien, moi, ce que j'appellerais une chorégraphie comique, vous voyez, chez Molière, qui s'appuie sur la tradition de la farce, sans doute, et de la commedia dell'arte. Mais quand on voit le schéma des farces ou des sketchs de la commedia dell'arte qui ont pu l'inspirer et ce que ça devient chez lui, on voit la transformation extrêmement importante qu'il a opérée. Il en prolonge les échos et les astuces, vous voyez, dans une comédie transformant des types universels en caractères singuliers et individuels. Prenons le cas, par exemple, de deux personnages qu'il a particulièrement créés ou complètement recréés, personnages de valet, Mascarille et Sganarelle. Il y a 3 Mascarilles dans 3 pièces différentes et il y a 6 Sganarelle différents. Sganarelle apparaît 6 fois
sous des formes très différentes. Or, ils offrent des visages extrêmement divers qui n'ont plus rien à voir, oui, avec la simple tradition du type de valet dans la commedia dell'arte. La virtuosité du jeu, le génie de l'improvisation sont passés par là. La fourberie en particulier, vous voyez, Mascaris, Ganarelle, sont des fourbes. Mais la fourberie au théâtre n'est pas d'abord, ni même essentiellement, un défaut moral. C'est un art de l'adaptation qui fabrique du lien social. Parce qu'à quoi sert le fourbe dans ces comédies, vous voyez, comme dans Le Dépit amoureux de Béziers? Le fourbe est un caméléon. Il s'adapte aux situations. Il retourne les situations au profit des jeunes amants amoureux, menacés en général. Et bien avant Scapin, vous voyez, qui est l'une de ses dernières comédies, Mascari, dans L'Étourdi, qui est sa première comédie, vous voyez, incarne ce personnage de l'entremetteur bienveillant qui se moque des étroitesses d'esprit, ennemi de l'épanouissement. Je vous cite ces vers de Mascari dans L'Étourdi, donc sa première pièce. Hein. D'un censeur de plaisir, ai-je fort l'encolure, et Mascari est-il ennemi de nature? Vous savez le contraire, et qu'il est très certain qu'on ne peut me taxer que d'être trop humain. Vive la fourberie, et les fourbes aussi. Mascari est un fourbe, et fourbe fourbissime. Après ce rare exploit, je veux que l'on s'apprête à me peindre en héros un laurier sur la tête, et qu'au bas du portrait, on mette en lettres d'or « Vivat Mascarius, fourbum imperator ». Ne pourrait-on pas entendre, oui, à travers ce texte amusant, bien sûr, cet autoportrait complaisant, l'éloge même du comédien, quel qu'il soit, et quel que soit le contexte. Or, chacun des personnages du théâtre molièresque est virtuellement comique. Vous voyez, il y a des personnages cibles, évidemment les imbéciles de service, qui semblent concentrer sur eux la verve du satiriste. Je dirais même que chez Molière, il y a des personnages qui sont les souffres-douleurs du rire, vous voyez, irrémédiablement condamnés par leur excès de sottise, ou de malveillance, ou de perversion. C'est vrai, ils y sont. Hein. Mais à y regarder de plus près, on constate que nul personnage ne détient le monopole du ridicule. Soyons extrêmement méfiants à l'égard d'une longue tradition scolaire, malheureusement, qui voudrait que, dans la plupart des pièces, l'un des personnages fût le porte-parole du juste milieu, de l'équilibre ou de la sagesse, et que par conséquent, ce soit celui-ci qui représenta le point de vue de Molière. Les choses sont plus complexes, évidemment. Dans ce théâtre où s'entremêlent les voix concertantes les plus diverses et où règne la pantomime, comme je le disais, nul ne détient le monopole du ridicule ou celui du bon sens. Chacun joue sa partition et déclame son grand air, comme on disait à l'opéra, une création du XVIIe, son aria. Vous voyez, chaque personnage a son aria et il faut les écouter. Même l'aria des imbéciles est révélateur, à tel ou tel moment stratégique. Et les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Prenons le misanthrope, par exemple. Vous voyez, on nous a appris à dire, voilà, alors Alceste, c'est le misanthrope, voilà, il est excessif, mais son ami Philinte, lui, et Saxe, c'est le juste milieu. Et pourquoi ce serait-il ainsi? Philinte n'est pas nécessairement plus crédible qu'Alceste, et vice-versa. Le personnage de Don Juan, ne l'oublions pas, est un personnage comique au XVIIe siècle. C'est vrai qu'il fait rire, alors qu'on l'a pris extrêmement au sérieux. Et il fait rire pourquoi? Il fait rire par ses comportements d'apprenti libertin au petit pied, qui ne sait pas ce qu'est encore le vrai libertinage. Dans les femmes savantes, les fantasmes d'Armande, vous savez, témoignent sans doute d'une personnalité plus marquée et plus originale que celle de sa sœur Henriette, excessivement porteuse d'un bon sens un peu plat, et au fond, pas très intéressante. Oui. Et si donc Armande, femme savante, était plus intéressante qu'Henriette, et ainsi de suite. Oui. Et c'est beaucoup plus intéressant comme ça, naturellement. Les personnages comiques sont contaminés par la force centripète d'un rire, vous voyez, qui s'exerce sur eux à leurs dépens. Parce que Molière, comme plus tard Flaubert d'ailleurs, contemple la bêtise humaine. C'est un des grands écrivains spécialisés dans la bêtise, Molière, comme Flaubert. Chez Molière, la bêtise humaine se transforme en objet de contemplation infinie. Et elle diffuse un rayonnement si puissant qu'elle en deviendrait presque admirable. Dans une de ses dernières petites comédies, pas très connue, pourtant là aussi un petit bijou, La Comtesse d'Escarbagna. Et il y a cette phrase que je vous livre: sa sottise tous les jours ne fait que croître et embellir. Vous voyez, c'est évidemment, dans l'acte 1, c'est à l'ouverture, en abrégé,
le portrait de la comtesse d'Escarbagnas. Mais voyez, soyez attentifs au double sens. Vous voyez, c'est drôle, c'est amusant, c'est ironique et c'est profond. Sa sottise tous les jours ne fait que croître et embellir. Et oui, la sottise peut embellir. N'y aurait-il pas, mais je vous pose la question, n'y aurait-il pas chez Molière, comme chez Flaubert d'ailleurs, une esthétique de la sottise? Pourquoi pas? Et d'une certaine manière, vous voyez, le rire construit le spectacle. Le rire assume ce qu'on appellera en vocabulaire de théâtre la fonction de régie. Le rire est le maître des cérémonies, le maître du jeu. Magister ludi, comme on disait dans le latin médiéval et renaissant. Le maître du jeu, c'est lui. C'est lui, le metteur en scène. On pourrait parler volontiers d'ailleurs d'un plan d'occupation de l'espace scénique en fonction des degrés d'intensité du rire. S'impose assez souvent le principe, ça c'est classique pour le coup, c'est-à-dire traditionnel, je veux dire, s'impose le principe d'une alternance entre scènes graves, bien sûr, plus graves, disons, et scènes chargées de détendre le public. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, c'est pas très difficile à constater. Vous remarquez en même temps que ce même public que nous sommes, que faisons-nous lorsque nous assistons à une représentation d'une pièce de Molière? Nous attendons quoi? Nous attendons avec gourmandise la scène emblématique qui fonctionnera comme une preuve ou une épreuve, comme un test expérimental, comme la pièce à conviction d'une sottise prise en flagrant délit. C'est ça qui nous intéresse. Et au fond, les scènes dites sérieuses sont là pour nous faire attendre là, le moment, bien sûr, de dégustation du comique. Encore une fois, la représentation d'une sottise en action. Cette expérience, vous voyez, c'est un théâtre très expérimental de ce point de vue. L'expérience en est parfois cruelle, c'est vrai, pour celui ou celle qui en est la vedette involontaire, car le rire peut être cruel, bien sûr. L'expérimentation est toujours dangereuse, comme le dit un aphorisme médical, comme le déclare sentencieusement, bien sûr ironiquement, l'un des nombreux médecins ridiculisés par Molière. Je cite le médecin ridicule Baïs dans L'Amour médecin, à l'acte 2, qui dit, de manière qui se veut sérieuse, bien sûr dans le latin médical, experimentum periculosum. L'expérience, l'expérimentation est dangereuse. Ce qui est drôle, c'est que c'est un aphorisme d'Hippocrate, un réel, vous voyez, qui est évidemment ridiculisé ici, mais qui a un double sens, et même un sens théâtral, parce que je crois, je m'amuse avec Molière, hein, dans le théâtre de Molière, l'imbécile qui fait malheureusement l'objet de la moquerie, de la satire, l'imbécile de service, si vous voulez, il traverse une expérience, c'est experimentum periculosum. C'est une expérience dangereuse, en effet, pour lui. Il est toujours périlleux, en effet, de montrer sa bêtise ou de l'exhiber. À la répartition des scènes et de ces jeux de scène correspond aussi une ingénieuse stratégie, c'est l'un des talents de Molière, bien sûr, hein, une ingénieuse stratégie de la répartie, de la réplique bien placée. Nous en avons en tête, je pense tous, un certain nombre d'exemples. Molière aime jouer avec le langage, bien sûr, en reproduisant, alors quand on lit les 30 pièces, c'est même étonnant, hein, en reproduisant les parlers les plus divers, dont aucun n'est assuré d'échapper à la caricature moqueuse. Et il sait reproduire cela à la perfection. On y entend les galants de la cour, les précieux, les petits marquis, les bourgeois étroits, les valets, les servantes à la langue bien pendue, les pseudo-savants et tous les autres cuistres qui débitent un jargon incompréhensible. Or, on les reconnaît tous à leur voix, à leur tic langagier, vous voyez, à leur idiolecte codé. Le dramaturge provoque le sourire du spectateur, vous voyez, par justement des effets de contraste qui opposent aussi des registres de langue différents. Alors, je prends l'exemple du Dépit amoureux, puisque c'est la pièce, parce que vous avez le frontispice derrière vous, voilà, qui a été jouée ici en 1656. Dans le Dépit amoureux, dans l'acte 1, scène 2, par exemple, il y a, d'ailleurs, toute la pièce est très drôle, très bien enlevée, il y a un couple de valets paysans inspiré de personnages locaux, puisque l'un des acteurs languedociens qui jouait s'appelait Gros René et qu'il figure un des personnages, etc. Donc il y a Marinette et Gros René, un couple de valets paysans, qui dédouble, ironiquement bien sûr, le couple galant traditionnel Éraste-Lucile. Or, Marinette et Gros René, je prends un exemple, vous voyez, voilà comment ils se déclarent leur flamme. Adieu Gros René, mon désir. Adieu mon astre. Adieu beau tison de ma flamme. Adieu, chère comète, arc-en-ciel de mon âme. Et un peu plus loin, Gros René dit « Mon Dieu, qu'à tes appâts, je suis à coquiner. » Et Marinette lui répond que Marinette est sotte après son Gros René. Vous
voyez, il y a un jeu de réciprocité, il y a un amusement, il y a un sourire. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque un jeu de réciprocité d'autant plus amusant que ce dialogue décalque avec humour le dialogue plus traditionnel qu'il y a dans le langage précieux, etc., entre deux amants. Vous voyez, un couple, un dédouble l'autre, et les paroles se mêlent. De même, c'est d'autant plus compliqué dans Des Pieds amoureux que si vous lisez cette pièce jouée à Béziers, vous y verrez un autre personnage intéressant, Ascagne, qui est une fille déguisée en garçon. Thème classique de la pastorale de l'époque, mais fille déguisée en garçon qui ne laisse pas le jeune homme Valère indifférent. Valère qui est lui-même amoureux de Lucie, ce qui fait que toute cette pièce est une série de quiproquos, d'engrenages, vous voyez, etc. Et où les langages, c'est l'exemple que je citais, les langages se mêlent. Pour résumer cela, je dirais que Molière cultive, dans cette pièce-là, mais dans les autres, il cultive l'hybridité linguistique. Et n'oublions pas qu'on entend dans ces pièces, dans ces 30 pièces, une infinité de langues ou de bribes de langues différentes. On y entend des bribes d'italien, d'espagnol, de turc, du latin macaronique, mais du latin classique aussi, de l'occitan, ça nous concerne, je ne sais pas si vous le savez, mais toute la scène 7 est assez longue, toute la scène 7 de l'acte 2 de Monsieur de Pourceaugnac est écrite en occitan, dans un occitan tout à fait correct, qu'il devait d'ailleurs parler, baragouiner, certainement lorsqu'il était ici chez nous, ce qui fait que d'ailleurs, pour la petite histoire, vous voyez, l'occitan est rentré officiellement dans le corpus classique. Je commençais tout à l'heure la conférence en rappelant combien Molière était canonisé. Du coup, vous voyez, la langue occitane est canonisée dans l'œuvre de Molière. Vous voyez, dès qu'elle a été publiée, le texte en occitan a été publié en occitan. Enfin, je vais faire la petite histoire pour dire qu'on entend de l'occitan. On entend par exemple à un moment donné aussi le mot savantas. Vous voyez, il y a des mots comme ça qu'il a pris de l'occitan et qui apparaissent dans son théâtre. Mais je continue ma poursuite de là. Le latin, l'occitan, les mots de langagière de la cour, dont il se moque, l'accent picard, l'accent de l'Île-de-France. Par exemple, dans l'acte 2 de Don Juan, les paysans parlent le patois de l'Île-de-France. On y entend l'accent suisse, l'accent allemand, etc. Mais je crois avoir fait à peu près le tour. C'est déjà très varié. Sans oublier, bien sûr, la prononciation sophistiquée propre au jargon des salons précieux. La diversité des voix et des intonations et des langues se révèle aussi significative, vous voyez, que la coordination de la danse, de la musique, je vous rappelais tout à l'heure, vous voyez, la variété des modes de la représentation, aussi divers tout cela que la diversité bariolée des habits de théâtre. Comme on disait au XVIIe siècle, on n'emploie pas tellement le mot de costume, mais l'expression qu'on utilise plutôt au XVIIe, ce sont les habits de théâtre. Et j'en profite pour vous dire, mais vous savez que ça, pour le coup, nous sommes renseignés, parce que nous avons trouvé la malle et l'inventaire des habits de Molière. Là, pour le coup, c'est un détail, mais là, pour le coup, qui est réel. Nous savons qu'il aimait beaucoup jouer en vert, avec la couleur verte. Et si Alceste, dans le Misanthrope, est l'homme au ruban vert, c'est pas innocent. Là. Le dramaturge comédien possède, donc je termine cet aspect-là, l'art de la réplique bien placée, bien sûr, du bon mot qui fait mouche et qui s'inscrit dans la mémoire du spectateur. Ouais. Qu'à tes appas, je suis à coquiner, que Marinette et saute après son gros René, pour vous citer. Mais je ne vais pas vous citer parce que vous en avez tous en tête. Je rappelle, pour votre mémoire, le petit chat d'Agnès, le petit chat est mort, etc. Vous voyez, des répliques très célèbres. La galère de Scapin, qui est encore plus célèbre. La prose de M. Jourdain, etc. Vous en avez tous en tête, vous voyez. Et vous êtes content de les retrouver dans votre mémoire. Mais les trouvailles fourmillent de toutes parts. Et notamment aussi dans l'art du sous-entendu scabreux. Comment est-ce qu'on peut souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu, se demande Catos dans Les Précieuses Ridicules. Et de son côté, dans Sganarelle, ou le cocu imaginaire, Sganarelle, qui a une expérience un peu décevante, finalement confesse ingénument « Et quant à moi, je trouve, ayant tout compassé, qu'il vaut mieux être encore cocu que trépassé. » Ce qui est le bon sens même. Effectivement, il n'y a rien à redire. Vous voyez. Il y a beaucoup d'autres répliques accompagnées par des gestes, souvent. Dans Les Précieuses Ridicules, là, la réplique « Comment peut-on souffrir la pensée de coucher contre un homme contre un homme ?» Dans Les Précieuses Ridicules, la gestuelle grivoise est particulièrement importante. Dans Le Médecin malgré lui, regardez, une comédie un peu plus connue, celle-ci. Dans Le Médecin malgré lui, vous savez qu'il y a une consultation médicale complètement loufoque, qui est drôle, avec la fille qui n'est pas malade, Lucène, et qui fait semblant de l'être, quand elle est amoureuse, etc. C'est drôle. Et qu'il y a un autre Sganarelle, cette fois-ci, un autre Sganarelle déguisé en médecin, bien sûr, qui fait semblant de l'analyser, etc. Et qui, après avoir disserté sur les vapeurs et les humeurs, tout cela
est très très drôle et veut expliquer à son père, qui est évidemment l'imbécile de service, le diagnostic et qui finalement, après avoir analysé cette fille et a dit des sottises, dit voilà justement ce qui fait que votre fille est muette. C'est-à-dire, vous voyez, avec une conclusion qui n'a rien à voir avec... Et donc voilà, quelque chose aussi de profondément comique et de scabreux dans la gestuelle. Mais les graines de sagesse se confondent chez Molière avec les graines de folie, vous voyez, si je puis dire. Par exemple, regardez, mais je veux vraiment que l'embarras du choix. Mais je vous cite, puisque c'est le dépit amoureux, nous sommes à Béziers, que c'était le dépit amoureux. Regardez, ce vers du dépit amoureux. C'est Mascarille qui le prononce, donc une sorte de sentence à l'emporte-pièce. On ne meurt qu'une fois, et c'est pour si longtemps. Oui, c'est drôle. Oui, c'est drôle. On ne meurt qu'une fois, et c'est pour si longtemps. C'est drôle. Est-ce que c'est pas profond? Si aussi, mais ça n'empêche pas, vous voyez. C'est drôle et profond. Là, un exemple parmi d'autres, vous voyez. C'est-à-dire que c'est comique et non comique, ou c'est comique. Et finalement, il y a une méditation simple, abrégée, condensée, mais qui n'est pas si idiote que ça, qu'on retrouverait chez un stoïcien comme Sénèque, etc. Vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a, au fond, une sagesse insoupçonnée derrière une folie apparente, et ainsi de suite. Oui. On ne meurt qu'une fois, et c'est pour si longtemps. Et parfois aussi, vous voyez, mieux vaut se taire. Paradoxe du théâtre, qui est un art de la parole, vous voyez, dans Le dépit amoureux, pièce que je voudrais privilégier, et pour vous inciter à la lire si vous ne l'aviez pas fait, il y a, dans Le dépit amoureux, un personnage très comique qui est voilà, un cuistre, un faux savant, un faux philosophe, enfin, qui s'appelle Métaphraste, qui est un nom grec, évidemment, et ça signifie en grec métaphraste, celui qui parle en amplifiant, en quelque sorte, celui qui parle pour ne rien dire. Le personnage abuse du jargon philosophique, mais, regardez, il fait preuve à un moment, là aussi, d'un humour involontaire. Donc, dans cette même pièce des pieds amoureux, vous voyez, il dit à un moment « Un sot qui ne dit mot ne se distingue pas d'un savant qui se tait. » Ce qui n'est pas si idiot que ça, vous voyez. Ce qui n'est pas si idiot que ça, entre parenthèses, c'est comme c'est un professeur, la métaphrase qui parle, vous voyez, vous vous rendez compte la responsabilité d'un conférencier. Un sot qui... C'est-à-dire que j'ai envie de me taire à cet endroit-là, mais... Et donc, je me dis que vraiment, plus je parle, plus je suis sot. Eh bien oui, c'est comme ça, voilà. Vous voyez, un sot qui ne dit mot ne se distingue pas d'un savant qui se tait. En fait, vous voyez, regardez, que de suggestions dans cette boutade. Inventer une bonne stratégie entre une égalité de temps de parole et de temps de silence, oui, pas si facile. Se méfier d'une similitude parfois trompeuse, mais parfois très pertinente entre la science et la sottise. Oui, alors il y a une profondeur philosophique, cette phrase, au fond, qui met sur un pied d'égalité la sottise et la science. Mieux vaut parfois se taire, donc, oui, mais les sots et les faux savants en ont-ils la capacité, le désir, l'envergure? Encore faut-il avoir envie de se taire, vous voyez. C'est pas ouvert à tout le monde, vous voyez. Dernier exemple, bon, entre mille, encore une fois, vous voyez, mais de répliques, alors grotesques, alors cette fois-ci purement grotesques, c'est-à-dire purement loufoques, car elles sont nombreuses aussi. Et là encore, je la prends dans un contexte où, au moment où dans la pièce est prononcée, la situation est grave. Argan, vous voyez, qui a peur de contrefaire le mort, qui en fait a peur de mourir. Car c'est une tragédie, le malade imaginaire. C'est quelqu'un qui a peur de la mort, profondément, voilà. Alors, qui dit cette phrase d'une profondeur très shakespearienne, hein, n'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort, je citais. Eh bien, le même Argan dit à un moment, mais avec le même sérieux, combien est-ce qu'il faut mettre de grains de sel dans un œuf? Vous voyez. Alors, quelques questions complètement loufoques, vous voyez. Mais au fond, toutes les questions sont mises justement sur le même plan. Autrement dit, j'arrête là, c'est des petits exemples, la pure fantaisie, vous voyez, n'exclut pas la profondeur, et la subversion par le rire n'interdit nullement ce que Pascal appelait une pensée de derrière. Pascal disait qu'il fallait toujours avoir, c'est très joli, une pensée de derrière. On dirait aujourd'hui un art du second degré, vous voyez. Et peut-être, je vous suggère cette piste, vous voyez, n'y a-t-il pas chez Molière une sorte de réversibilité des émotions comiques? Ou bien encore, si vous voulez, n'existe-t-il pas dans son théâtre un envers négatif du rire positif? Ou vice-versa, si vous préférez, ce qui revient au même. Comme on l'a vu par ces quelques exemples, tout un nuancier se déploie au sein de cette dramaturgie comique, offrant une palette des plus contrastées. Depuis le rire décomplexé jusqu'au rire plus gêné, vous avez remarqué tout ce nuancier du rire. Depuis le rire complice jusqu'au rire cruel, etc. Ouais. La scène molièresque exhibe un chromatisme comique. Vous voyez, le chromatisme de ce que les latins appelaient la
la force du rire, la vis comica. Il y a un éventail de la raillerie, un éventail de la moquerie, si vous voulez, voyez, qui s'étale depuis l'infrarouge de la simple plaisanterie jusqu'à l'ultraviolet de la satire ou du pamphlet. Ou bien encore, on pourrait dire que Molière conjugue sans difficulté le badinage élégant avec l'hyperbole bouffonne, alternant volontairement des légèretés aériennes et des lourdeurs appuyées, dosant la charge explosive du rire en fonction de ses publics, bien sûr. Bien qu'il ne faille pas exagérer à outrance ces différences culturelles, et là encore, permettez-moi de remettre les pendules à l'heure, le roi et la cour riaient de bon cœur aux plaisanteries grivoises et scatologiques sans aucune difficulté. Il faut toujours rappeler que le XVIIe siècle n'est ni prude ni pudibond. C'est au XIXe que ces genres de choses viendront. Et Molière, courtisan frondeur, je l'appellerai comme ça, courtisan c'est vrai, mais courtisan frondeur, Molière était en l'occurrence souvent, et avec autorisation du roi lui-même, le fou du roi autorisé à ne rien prendre au sérieux. Le comique peut, on l'a vu, suggérer une gravité insoupçonnée, de même que la gravité, et bien sûr en sens inverse, n'est pas nécessairement hostile à la drôlerie. Vous voyez, une espèce de compromis aigre-doux joue parfois sur les deux registres. Peut-être que le rire de Molière est un rire aigre-doux. Tel est le cas, alors je vais citer deux cas où vraiment on est au bord du tragique, si vous voulez, ou de la réversibilité. Le cas d'abord de Monsieur de Pourceaugnac, vous voyez, exemple typique alors d'une comédie complètement loufoque. Mais alors, l'une de ses plus loufoques, vraiment, hein, triviale, échevelée, et pourtant l'une de ses plus cruelles. Dans Monsieur de Pourceaugnac, toute la troupe danse, il y a des ballets aussi, toute la troupe danse, s'agite autour d'un personnage particulièrement stupide, berné, persécuté, qui d'ailleurs dans L'ombre de Molière, que je citais, là, la petite pièce posthume, apparaît justement pour régler ses comptes avec L'ombre de Molière, enfin bref. Donc un personnage borné, persécuté, physiquement mis à mal sur scène, poursuivi à un moment dans un épisode musical par une armée d'apothicaires, une seringue à la main pour être piqué, blessé, qui à la fin de la comédie est exclu, excommunié de sa propre famille, banni de la société, en véritable bouc émissaire. C'est une comédie, mais c'est une comédie terrible, c'est une mise à mort. C'est un lynchage, Monsieur de Pourceaugnac, et pourtant, c'est l'une de ses pièces les plus bouffonnes. L'excès de bouffonnerie, en fait, coïncide avec un excès de sadisme. Le personnage souffre. Vous remarquerez que Charlot souffre souvent, qu'il est souvent aussi un souffre-douleur. Il y a des points communs entre certains personnages de Molière et le personnage de Charlot. Le deuxième exemple, c'est Georges Dandin. Dans Georges Dandin, alors se manifeste un rire grinçant. Au départ, absolument rien de comique. C'est plutôt une situation tragique. Je vous en rappelle comme ça l'essentiel. C'est un mari mal marié dès le départ. Pourquoi ? Parce qu'il subit les conséquences et l'humiliation surtout d'une mésalliance. Il a épousé une fille de la petite noblesse, mais lui n'était pas noble. Et donc, il est dans cette humiliation perpétuelle. Il est devenu un paysan chagrin, soupçonneux, méprisé, humilié, cocufié, tout ce que vous voulez. Et je vais vous citer sa dernière parole, qui est d'ailleurs la dernière de la comédie. C'est un cas unique chez Molière, vous voyez, d'une manière si nette. Ces dernières paroles transportent en fait la comédie, ou plutôt annulent la comédie, dans la tragédie. Voilà sa dernière phrase. Donc il est au plus bas, hein, comme M. de Pourceaugnac, et il dit, voilà, dernière phrase de la pièce, « Le meilleur parti qu'on puisse prendre, c'est de s'aller jeter dans l'eau la tête la première. » C'est-à-dire le désir de se suicider. C'est la dernière phrase de la comédie. Qui nous a dit que les comédies se terminaient toujours bien ? Si on avait le temps, je vous montrerai qu'il y a plein de, inversement d'ailleurs, des tragédies de Corneille qui se terminent bien. Mais ça nous mènerait trop loin. Mais là, c'est un cas unique. Mais est-ce que vous pensez que le misanthrope se termine bien ? Non. Alceste fuit au désert, hein, et il a échoué à amener Célimène avec elle, etc. Et ainsi de suite. Oui, il y a beaucoup plus de... Don Juan se termine mal aussi. Hein. Et ainsi de suite. Je vous le fais remarquer. Oui. Contre l'erreur scolaire, comédie, ça se termine... Non. Quand Georges Dandin se termine, on n'a pas envie de rire. Bon, pas. Quand on entend cette phrase, pas spécialement. Mais regardez, je vais rétablir les choses pour montrer, c'est le fond de ma démonstration, qu'il y a un vice-versa dans les deux sens. Cette comédie de mœurs, là, Georges Dandin, sombre, hein, elle est intégrée, lorsqu'elle a été jouée,
elle est intégrée dans, je cite, le grand divertissement royal de Versailles, avec musique de Lully, 1668. C'est-à-dire elle commence, enfin, elle sert elle-même d'intermède à des ballets, à une chorégraphie. Et donc, cette intrigue profondément sombre se retrouve encadrée et entrecoupée par des danses champêtres et des intermèdes chorégraphiques. C'est-à-dire que cette comédie sombre fusionne avec une pastorale d'opéra. Et c'est la totalité qui est évidemment problématique et qui joue sur des effets spéculaires, oui, par un effet de dédoublement. Le dédoublement des contextes et des situations donc, est éloquent ici. Oui. La comédie-ballet vient modifier le sens. Deux autres exemples, mais plus rapides. Dans Le mariage forcé, aussi une comédie très intéressante, hein, sur le thème aussi, évidemment, de l'éducation des femmes, de l'école des femmes, etc. Il y a l'école des maris aussi. Je vous signale sur ce même thème qui est important chez lui. Donc, dans Le mariage forcé, Sganarelle consulte, mais sur le même plan, pour le spectateur, des bohémiennes de passage, vous voyez, avec des savants, sur un peu comme Panurge chez Rabelais, sur la nécessité ou pas, ou sur la nature même du mariage. Et dans Le malade imaginaire, que j'ai déjà cité, à côté d'Argan, il y a, on l'oublie souvent quand on ne lit pas les ballets, il y a le personnage de Polichinelle. Le personnage de Polichinelle, dans Le malade imaginaire, mais il faut lire ces textes-là, bien sûr, les textes des contre-chants lyriques, sert de contrepoint, bien sûr, à Argan. Et ça me confirme, ces exemples que je viens de citer, M. de Pourceaugnac, Georges Dandin, Mariage forcé, Le malade imaginaire, vous voyez, ce que j'appelais tout à l'heure l'aigre doux. L'aigre doux de la comédie peut virer au tragique. Beaucoup de personnages éprouvent d'ailleurs une véritable angoisse existentielle. C'est un théâtre d'angoissés, on ne le voit pas assez. Qu'ils soient d'ailleurs, pour le coup, des méchants ou des imbéciles ou pas. Dandin, par exemple, on a vu Georges Dandin, là, mais je vous rappelle Arnolphe. Arnolphe qui veut prendre possession d'Agnès, c'est un personnage qui est profondément tourmenté. Harpagon est aussi quelqu'un de profondément tourmenté et de malheureux. Argan, bien sûr, Dandin, Arnolphe, Harpagon, Argan, mais Alceste aussi, etc., sont des personnages qui ont mal au corps, qui sont mal dans leur corps, dans leur chair. Et Alceste, dans le Misanthrope, veut fuir un monde désespérément corrompu qu'il ne comprend pas et qui ne le comprend pas. Autrement dit, l'amertume n'est pas absente de cet univers théâtral. On ne le remarque pas assez. Il y a beaucoup d'amertume dans le théâtre de Molière. Et en particulier, je le rappelais au début, au sein de ces nombreuses familles désunies et divisées, qui sont largement majoritaires, pour ne pas dire sans exception presque, dans la configuration des intrigues. Vous avez toujours chez Molière une famille profondément divisée, avec des rivalités terribles entre le père et le fils, etc. Vous avez en tête, on l'oublie en disant ça sert de symbole de toile de fond à l'intrigue. Non, c'est fondamental. Le climat familial délétère qui s'impose, par exemple, je prends deux exemples où c'est particulièrement important, dans l'Avare et dans le Tartuffe. Vous savez que le climat familial est délétère, la rivalité est terrible. Hein. Eh bien, ce climat familial délétère, je vous fais remarquer pour l'histoire du théâtre que ce sera l'un des leitmotifs, par exemple, du théâtre de Tchekhov, plus tard. Dans des pièces comme La Mouette ou La Cerisée de Tchekhov, vous retrouvez ce climat familial. La force du comique, donc la vis comica des latins, n'en est pas pour autant exclue de la représentation. C'est ça, cette réversibilité qui est étonnante. Sur un texte burlesque, un jeu dramatique. Sur un texte dramatique, un jeu burlesque. Faire dire aux mots des choses qu'ils n'ont jamais voulu dire. C'est pas moi qui parle. Je viens de citer ici Ionesco dans Notes et contre-notes. Vous voyez, sur un texte burlesque, un jeu dramatique, et le contraire, etc. Il serait, je crois, tout à fait légitime, et je rebondis sur cette phrase de Ionesco, il serait tout à fait légitime de parler, le cas échéant, pour Molière, d'une dramaturgie de l'absurde. Car ce n'est pas Ionesco qui invente le mot, on parle de l'absurde pour Ionesco, mais le mot absurde est un mot important dans la philosophie du XVIIe siècle. Et le mot absurde est pris au XVIIe siècle, bien sûr, comme souvent les mots, dans un sens qui est plus proche de l'étymologie qu'aujourd'hui. Les comédies de Molière, en effet, insistent sur ce qui sonne mal, ce que signifie absurdus, mais en famille que sourd. Ce qui est absurde, c'est ce qui sonne pas très très bien. C'est-à-dire ce qui est dissonant, ce qui est discordant.
croyez-vous pas que ce soit un théâtre, en ce sens, de l'absurde? Le mot absurde est sous la plume de Pascal, etc. C'est un mot qu'on utilise au XVIIe. Le théâtre de Molière souligne, je crois, à outrance les dissonances, les dissidences, vous voyez, les discordances. Et ainsi bascule-t-on du côté obscur du comique, vous voyez, dans une pénombre incertaine où le rire se révèle aussi ambigu que les larmes. Vous voyez. Notre époque aime beaucoup, vous savez, l'expression « mourir de rire », abrégé MDR. On dit qu'on meurt de rire. Prenons à la lettre, faisons comme Molière, entendons les mots. Il y a une mort métaphorique par le rire, oui, pourquoi pas. Vous voyez, on meurt de rire. Remarquez qu'on peut mourir de larmes aussi. Et il y a une réversibilité. On rit, vous voyez, on pleure. Il y a parfois une ambiguïté, on le sait. Le XVIIe a beaucoup médité sur ça. Il y a un don des larmes au XVIIe. Je reviens à Molière. La mort métaphorique ne se confondrait-elle pas avec une sublimation de la douleur, de la souffrance, du malaise? On a vu les personnages qui souffrent. Une sublimation de cette douleur dans le dérisoire et le loufoque. Est-ce que ce n'est pas un théâtre de la sublimation du ridicule, de la sottise, etc., vous voyez, de la souffrance aussi, dans le dérisoire et le loufoque? Et vous voyez, on pourrait évoquer ici la galerie de ces personnages, et ils sont nombreux chez Molière, notre manière de voir les choses, vous voyez, des personnages qui sont encerclés dans l'autarcie, dans une autarcie morbide. Arnolphe voudrait réduire Agnès à un simple objet de consommation. Je cite un mot célèbre d'Arnolphe dans l'école des femmes, comme un morceau de cire entre mes mains ailées. Mais non, c'est un fantasme, Arnolphe, hein, n'est pas un morceau de cire. Hein. Et Agnès s'échappera comme un morceau de cire entre les mains ailées. Regardez le nombre de prédateurs qu'il y a. Don Juan rêve de naître, mais il n'y arrive pas. Il rêve de n'être qu'une chair compulsive. Le petit Don Juan, il voudrait être un grand libertin. Il n'y arrive pas, en fait. Hein. Harpagon, alors on le sait, comme le dit le mot grec, Harpagon, il veut mettre la main sur sa cassette. C'est un fantasme, là aussi. Et Orgon. Ah ben Orgon, c'est la dévotion, lui. C'est la dévotion ostentatoire qu'il aime, dans son petit Tartuffe. Monsieur Jourdain, ben lui, il fantasme sur la caste aristocratique. Ah, si je pouvais être Kitad Mamamouchi, pourquoi pas. Philamène, dans Les Femmes savantes, voue un culte à la philosophie. Je pourrais continuer. C'est ce que j'appellerais avec le langage d'aujourd'hui, mais ils sont nombreux chez lui. Hein. Ce sont des monomaniaques. Vous voyez, mania veut dire folie en grec. Des maniaques, une sorte de folie obsessionnelle sur comme ça une fixation. Ou bien parce que ouais, c'est le langage d'aujourd'hui, mais d'ailleurs c'est révélateur que ce vocabulaire soit à la mode aujourd'hui. Monomaniaque obsessionnel, je dirais, avec le langage d'aujourd'hui, ils sont victimes de leur addiction. C'est fou le nombre, ouais, tous ces personnages que j'ai cités souffrent d'une addiction à quoi que ce soit. Ils sont enfermés dans leurs propres cellules carcérales intérieures. Ils sont livrés au syndrome de l'autodestruction involontaire. Heureusement que M. Jourdain est transformé en Mamamouchi, et ainsi de suite. Heureusement qu'Argan est transformé en médecin, c'est loufoque, oui, mais quelque part, ça les sauve, vous voyez, cette espèce de sublimation dans la folie. Eh bien, regardez bien que la scène molièresque offre un tableau quand même saisissant de mécanismes d'aliénation et de frustration. C'est une bande d'aliénés, de frustrés, de monomaniaques. C'est une autre manière de voir ce théâtre qui n'enlève absolument rien, vous voyez, au rire, vous voyez, toutes ces formes dont on a parlé. Objet de risée ou de vindicte, ces personnages traversent régulièrement, en effet, des moments de folie réjouissante qui fonctionnent comme l'indice d'une déraison, vous voyez, toujours prompte à se manifester à la surface trompeuse d'un réel artificiellement polissé. On connaît la réplique célèbre, très belle d'ailleurs, de Célimène à Alceste dans Le Misanthrope à l'acte 4, vers la fin de la comédie. Elle dit, pour le coup avec beaucoup de sincérité, pour le coup avec une tendresse, etc., Célimène dit à Alceste, « Vous êtes, sans mentir, un grand extravagant. » Et vous voyez, extravagant, au XVIIe, c'est ce sens, hein, c'est quelqu'un qui extravague, qui sort des sentiers battus. Et en effet, Alceste sort des sentiers battus. Il fait du hors-piste, il extravague dans les marges et loin du centre. Il est donc extravagant et excentrique. Or, son extravagance fascine les spectateurs que nous sommes. Son extravagance fascine et interroge. Molière s'inscrit, donc vous voyez, et je vais conclure, dans la tradition satirique, toujours libre et même libertaire, émancipatrice, sans tabou socioculturel. Vous voyez,
L'homme au ruban vert n'en est pas moins, dans le cas d'Alceste, rattrapé lui aussi par le ridicule. Je disais tout à l'heure que Don Juan faisait rire au XVIIe, ça peut nous étonner, mais Alceste fait rire aussi, vous voyez, au XVIIe, parce qu'il est misanthrope par conviction, certes, mais il est bouffon, malgré lui, par ses excès d'agoraphobie. Et comme le remarque Éraste dans Les Fâcheux, vous voyez, c'est une phrase très pascalienne, de quelque part qu'on tourne, on ne voit que des fous. Je disais, c'est très pascalien parce que dans les pensées, Pascal parlant de politique, vous voyez, c'est d'actualité aujourd'hui, il y a une phrase de Pascal dans les pensées où il dit « Quand on écrit de politique, quand on parle de politique, c'est, je cite Pascal, comme pour régler un hôpital de fous ». Alors, cette phrase de Pascal rejoint celle de Molière. De quelque part qu'on tourne, on ne voit que des fous. Et pour achever ce parcours, ou cette promenade un petit peu rapide, vous voyez, je donnerai la parole à quelqu'un qui, pourtant, au départ, n'avait rien pour être un fan de Molière, puisque c'est l'écrivain, le grand écrivain allemand Goethe. Or, vous savez que, je vais citer un texte de 1827, à ce moment-là, voilà, il y a une réaction justement anti-française en Allemagne, qui a subi pendant longtemps l'influence du classicisme et qui se révolte un peu contre un peu cette dictature des écrivains. Et Goethe fait exception. Et je vais citer un passage des conversations avec Eckermann, c'est une lettre de 1827, peu importe, mais vous voyez, venant de la part d'un romantique allemand, c'est intéressant cet hommage qu'il donne à Molière. Je connais et j'aime Molière depuis ma jeunesse, et pendant toute ma vie, j'ai appris de lui. Je ne manque pas de lire chaque année quelques-unes de ses pièces pour me maintenir toujours en commerce avec la perfection. Ce n'est pas seulement une expérience d'artiste achevé qui me ravit en lui, c'est surtout l'aimable naturel, c'est la haute culture de l'âme du poète. Il y a en lui une grâce, un tact des convenances, un ton délicat de bonne compagnie que pouvait seule atteindre une nature comme la sienne, qui, étant née belle par elle-même, a joui du commerce journalier des hommes les plus remarquables de son siècle. Fin de citation. Le théâtre de Molière est profondément ludique et farcesque. Et il se caractérise par son aptitude à dégonfler les baudruches, vous voyez, et à démystifier, on l'a vu, les idées reçues. C'est un théâtre spontanément iconoclaste, sur les marges du contrepoint ou du contre-champ. Je dis contre-champ parce que ce qui est contre, ça peut se dire en grec, bien sûr, parodie. Parodie, c'est ce qui est contre le chant, le côté, au sens propre, parodique du théâtre de Molière, c'est qu'il y a cet effet de contre-champ. Quand M. Jourdain demande, vous savez, dans ces questions stupides qu'il pose, il dit à propos à son maître de philosophie, M. Jourdain, dans l'acte 2, qui veut lui enseigner la morale. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale ? Eh bien, dans chacune des comédies de Molière, le dramaturge s'amuse en un sens avec cette question qui est, une fois de plus, naïve et profonde, qu'il tourne aisément en dérision, mais non sans effectuer un numéro d'équilibriste entre deux abîmes. Je crois que le théâtre de Molière est entre deux abîmes, vous voyez, à gauche, à droite, un numéro de funambuliste, d'un côté le rire dévastateur, et de l'autre, on l'a vu, la tragédie sous-jacente, rire et châtiment, donc qui peuvent contracter une alliance objective. Mais l'essentiel, encore une fois, se situe toujours ailleurs, parce que c'est le mystère du théâtre. Il se situe dans la magie représentative, dans les mimiques et dans les contorsions, dans la polyphonie des discours, dans le choc des arguments et des comportements. Théâtre ambivalent. L'ambivalence s'impose à tout instant et le spectateur doit admettre, nous devons admettre, nous tous, que peut-être nous sommes le dindon de la farce, en un sens, vous voyez. Sur ce dindon, je rebondis par une phrase, bien sûr, de Molière, qui sert de conclusion à l'amour médecin, devant celui qui a tout perdu, dont on s'est moqué. La servante, à la langue bien pendue, Lisette s'adresse à lui et pour lui dire, en gros, « Ben oui, on vous a bien eu, ben c'est comme ça. Hein. Vous êtes le dindon de la farce. » Elle ne lui dit pas comme ça, mais voilà ce qu'elle lui dit. « Ma foi, monsieur, la bécasse est bridée. Et vous avez cru faire un jeu qui demeure une vérité. » Ce sont les paroles moqueuses de Lisette. Vous remarquez que Marivaux se souviendra plus tard. C'est un grand lecteur et admirateur de Molière, bien sûr, Marivaux. Ça ne vous a pas échappé. Vous avez cru faire un jeu qui demeure une vérité. Oui. On retrouvera bien sûr des choses comme ça chez Marivaux. Ce sont les paroles moqueuses de Lisette, adressées à Sganarelle dans le dénouement de l'amour médecin, farce intercalaire, prétendue légère, qui a été écrite, c'est pour toi que je la cite aussi, exactement
entre Don Juan et le Misanthrope, et jouée souvent à la suite de l'un ou au commencement de l'autre. Elle a été écrite entre ces deux pièces, parmi les plus graves ou sérieuses, dit-on, de Molière. Le quiproquo, en fait, je conclue sur ça, il y a, vous voyez, à tous les sens du terme, au sens théâtral et sémantique, un quiproquo entre le jeu et la vérité. Vous avez cru faire un jeu qui demeure une vérité. Eh bien, ce quiproquo entre le jeu et la vérité est sans doute, peut-être, consubstantiel au théâtre de Molière. Il nous renvoie à la raison et à la déraison qui peuvent chavirer dans la dérision souriante, vous voyez. Parce que le rire sanctionne chez lui cette humble et joyeuse capitulation. Au fond, c'est un rire décontracté. Un rire décontracté et même, in fine, un rire consolateur. Voyez, on va jouer la comédie, voilà. Les acteurs piaffent d'impatience, les silhouettes s'avancent, les masques se profilent, la mascarade se prépare, le public est là. Et la parodie va s'en donner à cœur joie. Nietzsche disait que la parodie commence, incipit parodia. Voilà, tournez manège, place aux grimaces, place à la sublimation du ridicule. Et que faire d'autre sinon entrer dans le jeu. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, je ne sais pas si c'est prévu par le protocole ou pas, mais si vous avez bien sûr des questions bien, ou des remarques, hein, c'est bien volontiers. J'arrive avec le micro. Voilà, si vous avez. Y a-t-il des questions dans la salle ? Merci beaucoup. On fait ce qu'on peut, je veux dire, mais... Monsieur le professeur, vous avez dit de manière cursive dans votre conférence que Molière et Corneille ont collaboré entre eux. Pour Psyché. Oui. Oui. Ah, donc uniquement pour cette pièce ? Oui. Pour Psyché, on sait même très exactement, je n'ai pas de mémoire, mais enfin, à peu près ici. Je crois que Molière a composé l'acte 1 et 2 et l'acte 4, enfin je crois, enfin, peu importe. Il a composé 2 actes ou 3, et le prologue, et Corneille, c'est parce qu'on leur avait demandé hein, pour le spectacle. Mais je coupe court à la légende, évidemment, c'est à partir de ça, bien sûr. Ça, c'est un fait historique, c'est vrai. Ils ont composé Psyché à 2. C'est à partir de là qu'est né, mais comme une légende, que les pièces de Corneille, les pièces de Molière auraient été en partie composées. Vous savez qu'on a dit ce genre aussi de choses sur Shakespeare, en fait, ça. On le dit pour les très grands. On n'arrive pas à croire qu'ils aient pu composer, donc il y a toutes sortes de légendes. Alors sur Molière, il y a plein d'autres légendes qui alimentent, enfin, peu importe, les fantasmes. Oui. Même dans notre passage, vous voyez, je vous ai dit ce que l'on sait, c'est-à-dire pas grand-chose, mais pourtant c'est très important. C'est ce qu'il a fait quand il est passé chez nous. Voyez. Voilà. Tout le reste, c'est de la pure imagination. Même la vie de Grimaret, que je citais, qui est remplie de choses dont on a pu ensuite trouver qu'il était... Voilà. Il s'est appuyé, remarquez, il a eu une bonne idée. Il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui une enquête. C'est-à-dire qu'il a demandé à tous les comédiens de la troupe, etc., parce qu'il vient plus tard, il écrit en 1705. Il faut rappeler que Molière est mort en 1173. Donc il n'a pas connu, lui, la troupe de son vivant. Donc il a procédé à des souvenirs. Voilà, alors on voit que... Et donc manifestement, parfois on a vu qu'il a complètement inventé des choses. Voilà. Mais inversement, c'est ça qui est compliqué. Il y a un certain nombre de choses qui, sans doute, doivent être vraies en partie. Voilà. Mais il y a beaucoup de légendes. Mais on ne prête qu'aux riches. Sur Shakespeare, c'est encore pire. Parce qu'on travaillait avec mes collègues anglicistes. Là. On vient de répondre à une interview sur ça, sur le parallèle entre Shakespeare et Molière. Oui. Alors sur Shakespeare, c'est encore pire. Les légendes. Oui, bonjour monsieur oui. le professeur. Je voudrais remercier votre conférence vraiment très riche, très riche, très foisonnante. On sent que vous aimez Molière et vous nous le faites aimer encore davantage, je dirais. Merci. Et vous donnez aussi toute sa place. Alors la place du rire, évidemment, dans Molière, elle est d'évidence, mais vous nous montrez la capacité le génie de Molière, de cette élasticité du rire, et cette capacité à trouver là-dedans toute la tragédie et le fil du rire, ce fil très, très délicat,
très puissant aussi. Et vous marquez bien aussi ce côté d'un Molière à la fois stratège et funambule. Funambule, vraiment. Et peut-être qui s'est beaucoup nourri aussi de la foire, du théâtre de foire, quand il était à sa jeunesse, toute sa période de jeunesse à Paris, de voir ce théâtre forain, qui est une grande école pour lui, finalement, sa grande école, peut-être le théâtre forain. Oui. Et vous nous le faites sentir, tout ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous remercie, parce que je vous retourne. Vous, visiblement, vous connaissez bien Molière aussi. Oui, et vous avez raison d'insister sur le fait que, d'ailleurs, comme Shakespeare, c'est un point commun, ils se sont, on l'oublie parce que c'est difficilement mesurable, au fond peut-être essentiellement formés d'abord en voyant eux-mêmes des spectacles. C'est Shakespeare, c'est pareil. C'est en voyant des acteurs, en voyant des troupes. Leur génie respectif fait, comme vous le soulignez, qu'ils ont transformé. C'est amusant quand on voit, par exemple, des Pieds amoureux, c'est l'exemple un peu fétiche d'aujourd'hui. On a la pièce italienne qui lui a servi. Allez voir, enfin, si vous avez le loisir ou le temps. Et encore une fois, c'est pas par esprit de cocorico ou je sais pas quoi, c'est pas du tout pour ça. Mais quand vous voyez comment dire, le schéma ou l'intrigue et ce qu'en fait Molière, voilà, ça suffit. Il y a un homme de talent. C'est pareil. Vous voyez, il prend des schémas de la comédie d'art, des schémas traditionnels, très souvent. Mais ça devient tout autre. Exactement, si vous voulez, comme La Fontaine transforme complètement Ésope. Quand vous voyez les fables d'Ésope, vous savez combien elles sont, disons-le, assez plates, il faut bien le dire, si vous voulez. Et puis, vous voyez ce qu'en fait. C'est exactement la même chose, la transformation. Et alors, cela dit aussi, prenons aussi, parce qu'on l'oublie assez souvent, la variété de ces sources. Alors là, il y a les tréteaux, bien sûr, c'est fondamental. La commedia dell'arte et les pièces italiennes, les pièces latines éventuellement, par exemple dans l'Avare, c'est plutôt Plot, mais aussi, c'est ce qu'on oublie finalement, c'est-à-dire les sujets complètement inventés par lui, complètement inventés. Le Tartuffe, c'est une invention pure et simple de lui. On peut toujours trouver qu'il y a des pièces sur les hypocrites, etc. Mais enfin, la pièce, c'est vraiment lui qui l'invente, oui. C'est-à-dire qu'il y a une invention, le misanthrope aussi, c'est profondément lui. Ou bien il transforme tellement l'original que ça devient, c'est le cas de Don Juan, il y a une pièce bien sûr de Tirso de Molina, etc. Mais ça devient quelque chose de complètement différent. Mais vous avez raison, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il arrive à recréer ça parce qu'il part de l'expérience du théâtre. C'est un homme de théâtre, voilà. Et puis, comme tout le monde le sait, mais on l'oublie, si vous voulez, c'est qu'avant d'être écrivain, enfin dramaturge, il est acteur, directeur de troupe, metteur, parce qu'il a cumulé plus que Shakespeare même. Il a cumulé, lui, toutes les fonctions, avec tout ce que ça représente. Et donc, évidemment, que c'est une autre manière de voir son théâtre quand on sait que, quand il écrit ça, d'ailleurs, dans un espace de temps très rapide, je ne sais pas si vous voyez qu'il est mort, donc il est né en 1622, puisque nous le fêtons, et il est mort en 1673, c'est-à-dire il est mort jeune, si on peut dire, même au XVIIe, c'est pas encore très très vieux, même si on vieillit plus vite, peu importe. Il meurt à 51 ans. Or, les 30 pièces, il les a composées en l'espace de 20 ans. Et en même temps que ces 20 ans, attention, il joue des tragédies de Corneille. Car oui, ça reprend votre remarque, il a toujours aimé Corneille, il jouait Corneille. Donc, il joue d'autres pièces de Corneille. Il organise toutes les fêtes, les chorégraphies. C'est une activité, mais je ne sais pas si vous imaginez. D'ailleurs, il est mort en partie de ça. Vous voyez, pas parce qu'il travaillait trop. Enfin, il était trop. C'est une activité extraordinaire. Et donc, mais si vous voulez, toute cette activité de création, et il faut la remettre en contexte. C'est quelqu'un qui organise des spectacles, voilà, et puis qui doit faire vivre une troupe, qui doit lui donner du travail, etc. On l'oublie un petit peu. Évidemment, c'est la tradition scolaire, c'est normal. On croit, voilà, que c'est quelqu'un qui a composé, comme pouvait le faire Corneille, plus sous Racine, des comédies comme ça à son cabinet de travail le soir. Alors oui, c'est certes, mais enfin, il y avait cette activité. Ce qu'on sait aussi, tiens, parce qu'on sait des choses quand même si on a perdu le texte, mais je trouve que c'est très révélateur. Vous savez qu'il avait traduit, c'était un très bon latiniste, il avait traduit le De Natura Rerum de Lucrèce, c'est un ouvrage latin, poétique, philosophique, sur au fond, le texte le plus important qu'on ait sur l'épicurisme antique. Il a traduit en entier. C'est-à-dire qu'en plus, il avait une activité de lecteur, comme ça, intellectuelle, si on peut dire. Et aussi, c'est quelqu'un qui lisait énormément. Voilà, on n'a pas le temps de le montrer, mais il y a des références très précises. Par exemple, il se tenait notamment au courant des débats philosophiques. C'est un cartésien convaincu. Il cite, vous voyez, il fait allusion à Descartes, alors d'une manière drôle,
à travers le personnage de Philomène dans Les Femmes savantes, il connaît très bien la philosophie. Il était l'ami de Bernier, il connaît très bien l'enseignement de Gassendi. Il a une formation philosophique, médicale, je le rappelle tout à l'heure. C'est-à-dire il a une formation beaucoup plus... Enfin, il est informé des débats scientifiques beaucoup plus que ce qu'on croit, que ce que l'on croit. Vous voyez, c'est quelqu'un de plus savant qu'il n'y paraît. Ça, c'est rajouté au dossier de son activisme. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un de beaucoup plus actif et qui a des facettes qu'on oublie, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. On oublie qu'il a été, c'est ça qui est génial d'ailleurs, qu'il a été un baladin, un histrion, un saltimbanque, un clown. C'est vrai et il faut le rappeler. Et en même temps, c'est quelqu'un qui traduit Lucrèce, qui connaît très bien Descartes, etc. Vous voyez, et je crois qu'il faut tenir compte de tout ça pour comprendre, au fond, ce que j'essaie de vous dire, c'est-à-dire cette complexité du théâtre, hein, et du sens qu'il y a. Quand il fait dire, par exemple, à Philomène, j'aime beaucoup cette réplique, parce qu'elle est génialement poétique, Philomène, la femme savante, et admire Descartes. Alors évidemment, il l'a fait parler de manière ridicule. Et il fait dire à Philomène, mais ce joli vers, à propos de Descartes, j'aime ces tourbillons et ces mondes tombants. Mais c'est très beau, c'est très juste, ça correspond à Descartes. Alors, ça fait rire, parce que Philomène te le dit d'une manière un peu naïve, mais c'est magnifique, c'est un magnifique éloge de Descartes. Vous voyez, j'aime ces tourbillons et ces mondes tombants. Et voilà, et c'est sans arrêt ça. Vous voyez, les vers que je citais tout à l'heure, c'est pareil, on est toujours partagé entre voilà, le sérieux et le dérisoire, un peu, hein, qui est dans la grande tradition grecque. Vous voyez, dans la tradition, on le rapproche de Plaute ou de Terence, parce que c'est la tradition latine plus avérée, mais en un sens, il est plus proche d'Aristophane. Vous voyez, le poète comique grec, au fond, il est plus proche de cet esprit-là, ouais, ce mélange de sérieux et de gravité. Les Grecs, je vais être pédant, il ne faut pas l'être, parce que Molière n'aimait pas les pédants, mais c'est souvent... Les Grecs avaient un mot pour dire le mélange de sérieux grotesque, un seul mot, comment dire, pour dire le sérieux qui fait rire et le rire. Il parlait de spoudogelaion, enfin voilà. Et ça, dans un seul mot, c'est-à-dire ce qui est sérieux et qui fait rire, hein, en même temps. C'est l'un des secrets de ce théâtre, peut-être. Une autre question ? En tout cas, le temps qu'il y ait une autre question, je le disais tout à l'heure à mes hôtes, je souhaiterais vraiment qu'on joue le dépit amoureux, alors à Béziers, bien sûr, mais ou ailleurs. Mais je le disais, c'est parmi les 30 comédies, je ne dis pas d'ailleurs, ce serait stupide de dire ça, que les 30 soient de niveau tout égal, etc. Loin de moi cette idée. Il y en a qui sont ratés. Et vous avez remarqué qu'il y en a une que je n'ai pas citée du tout. Je crois les avoir citées à peu près toutes les 30, mais sauf une, peut-être. Mais c'est un peu volontairement, parce que je pense qu'elle est ratée, tout simplement. Comme l'ont pensé ses contemporains. C'est Don Garci de Navarre. Vous voyez, vous m'en direz, mais je pense que c'est qu'elle est ratée. Voilà. Ça arrive. Hein. Il y a des pièces de Shakespeare qui sont ratées aussi, ainsi de suite. Celle-là est vraiment ratée. Il y en a qui sont moins réussis que l'autre. Mais Le Dépit amoureux est une excellente comédie. C'est pas parce que c'est sa deuxième. C'est la deuxième après L'étourdi, mais elle est particulièrement bien réussie. Elle a un rythme, notamment, qui est très, très drôle. Elle est bâtie sur des inversions de rôle, sur des quiproquos. Enfin, c'est vraiment, ça se lit et ça se voit, je pense, très... Et voilà, je trouve que ce serait bien qu'elle fût jouée à Béziers. On y réfléchit pour la fin de l'année. Il faudrait qu'il y ait une troupe, ou ne serait-ce que sous forme d'extrait, si on ne veut pas la jouer en entier, mais je trouve que Béziers s'honorerait de représenter quand même l'une des premières pièces de Molière. Alors, le dépit amoureux a été joué aussi il y a une vingtaine d'années de ça, un peu plus, des extraits importants du dépit amoureux à Béziers. Là, vous voyez voilà l'édition qui lorsqu'elle a été publiée avec... Je crois qu'on vous l'a mis tout à l'heure. Parce que j'avais envoyé la reproduction, je crois que vous l'avez vu tout à l'heure. Oui, voilà, c'est tout. Le dépit amoureux, voilà, qui est une comédie, oui, alors encore une fois, dans le goût italien, mais il en fait tout autre chose. Et c'est amusant de voir aussi combien, mais ça, je pense que vous savez, c'est-à-dire que même dans la suite, oui, des pièces, on voit ça. C'est-à-dire que des pièces complètement, des petites pièces loufoques, enfin, pour la plaisanterie, jusqu'à la fin. La Comtesse d'Escarbagnac, c'est une de ses dernières pièces, c'est complètement loufoque, oui. Et inversement, on le voit, enfin, on l'oublie, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, que l'une de ses premières pièces, alors profondément grave, c'est-à-dire le Tartuffe, fait partie du début de sa production.
C'est-à-dire, c'est 64 le Tartuffe. Vous voyez, et donc là aussi, il faut mettre les choses à l'heure. Et c'est vrai que dans le Tartuffe, il y a aussi des scènes comiques, enfin, etc. Oui, c'est des choses comme ça. Alors, je vous signale, je ne fais pas la publicité, mais vous savez, au Printemps des Comédiennes, donc dans pas longtemps, à la fin du mois de mai, donc à Montpellier, à quelques kilomètres d'ici, on joue le Tartuffe. Voilà, la Comédie Française. Et donc, on m'a demandé de faire une responsabilité. Parce que oui, ça termine en même temps, on termine un colloque scientifique, et puis on fait la jonction avec le festival. Enfin, voilà. Et donc, moi, je dois faire la conférence d'introduction au Tartuffe et à la représentation par la troupe. Voilà. Alors, voilà, pour faire le point un peu sur cette pièce si controversée, si problématique, si complexe qu'est le Tartuffe. Voilà, ça sera joué au Printemps des Comédiens. Voilà, si vous pouvez vous déplacer. Car, je disais tout à l'heure, l'essentiel, c'est quand même de jouer Molière. Or, si vous remarquez, et c'est dû à des conditions matérielles, je ne veux pas savoir lesquelles, mais finalement, on ne le joue pas tant que ça. Alors, cette année, la Comédie Française a fait un effort exceptionnel, puisqu'elle joue quasiment tout Molière, comme vous savez. Si vous allez à Paris, enfin, c'est sans arrêt, enfin, c'est quasiment du non-stop. Voilà. Mais vous remarquerez aussi, mais faut-il le regretter? J'en sais rien, parce que c'est compliqué. Moi, je le vois, parce que mes étudiants, je vois l'évolution depuis quelques années. Maintenant, il n'est pas rare, et je ne prononce pas du jugement de valeur. Je vois des étudiants qui arrivent, même en troisième année, vous voyez. Et je fais comme ça de temps en temps, pas systématiquement, des sondages. Certains n'ont jamais étudié une seule pièce de Molière, ni au collège, ni au lycée. C'est-à-dire que, oui, la proportion, je ne fais pas des chiffres, hein, mais je vois depuis 10 ou 12 ans, vous voyez, une diminution très nette. Je ne porte pas de jugement de valeur. Loin de moi l'idée de me pointer du doigt. Ceci, c'est un simple constat, c'est clair et net, oui. Et je peux comprendre. Hein, oui. C'est-à-dire qu'au collège, il y a encore une date, il n'y a encore pas si longtemps, ils avaient étudié, alors je ne dis pas en entier, mais un peu des Faubourg Escapin, un peu Lavarde, et puis, bon, maintenant non, mais on peut penser que, je ne sais pas, les enseignants se disent, et je ne leur jette pas la pierre, même cette langue-là, c'est difficile, c'est compliqué, je ne sais pas ce qu'il faut, c'est moi je constate. Au lycée, c'est pareil, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, ils avaient étudié, alors voilà, ou Don Juan, ou je sais pas, ou Misanthrope, etc. Et maintenant, parce que je sais pas, parce que la langue paraît trop difficile, parce que je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, je constate. C'est pire pour Corneille et Racine. Alors là, ça a commencé avant. C'est-à-dire que maintenant, la plupart des étudiants n'ont jamais étudié une seule tragédie de Corneille ou de Racine. Alors remarquez, c'est un côté positif, c'est qu'ils n'ont pas d'idées reçues. Au moins, vous voyez, tout à l'heure, je me suis acharné à détruire les idées reçues que nous avons, que vous avez, comme moi, vous voyez, parce que voilà, on a été formés aussi, loin de moi l'idée d'attaquer, formés mais déformés par l'institution scolaire. Oui. Alors moi, c'est sûr qu'ils n'ont pas d'idées reçues. Mais voilà, je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci à vous. Un grand dimanche solennel aujourd'hui. Pour votre brillante conférence, beaucoup. Monsieur Belin. Merci. Merci. Merci beaucoup.